Voilà, pour pouvoir au moins lancer mon enregistrement. Très bien. Donc, je reviens sur mes deux outils, donc le LMS, le guide du FOD, LMS et MOOC, ainsi que donc le benchmark que nous éditons, nous, depuis maintenant quelques années, qui est une version désormais en ligne depuis 2 ans, donc intégralement en ligne avec un certain nombre d'outils. Et s'il n'est pas en accès libre, ça veut dire qu'il est en accès payant, mais pas pour les membres de Communautic, puisqu'il suffit que vous en fassiez la demande auprès de Christophe, et donc on vous crée un accès, puisque ça fait partie des accords que l'on a entre Stratis et Communautic. Donc ça ne traite, bien sûr, comme c'est indiqué, que des plateformes open source. Voilà. Alors, donc c'est de ces deux outils, on va commencer par le premier pour essayer d'y voir un petit peu plus clair dans ce que l'on recherche et comment on peut se fixer ses propres critères, non pas sur le plan, on va dire, de la fonctionnalité technique, mais de la fonctionnalité à usage pédagogique ou administratif. Nous avions avec donc Noria Larose, qui est la directrice associée de la société NEL, nous avions opté pour une approche donc dans cette première version, qui était d'une part de séparer deux catégories de LMS, les LMS des éditeurs, et donc quand on parle d'éditeurs, ce sont des éditeurs, des sociétés d'édition, des sociétés de développement, donc ce sont des LMS propriétaires, dits propriétaires. Donc vous voyez ici ceux qui sont dans la dernière version du guide. Alors vous pouvez aussi remarquer très certainement que certains éditeurs ne sont pas présents. En général, ceux qui ne sont pas présents, c'est parce que ils n'ont pas souhaité être présents ou ils n'ont pas souhaité répondre à l'enquête qui leur a été soumise pour participer effectivement et être présents dans ce guide. Ce qui est en train de changer parce qu'ils s'aperçoivent aussi que le guide étant téléchargé à environ entre 1500 et 2000 exemplaires tous les ans, il devient un outil de référence et qu'il vaut mieux y être présent plutôt que le contraire. Donc un panorama côté éditeur propriétaire et donc côté des plateformes open source. Donc vous trouvez ici les plateformes open source en langue française qui existent dans une version française, même si elles ne sont pas d'origine française. Et donc les plateformes open source disponibles en langue française que vous retrouverez également du coup dans le benchmark des plateformes open source de Stratis dont je vous parlais tout à l'heure. Il y en a certaines autres que l'on retrouve dans le benchmark, mais qui sont un petit peu plus anciennes aujourd'hui. Je pense à Formagri, par exemple, qui n'ont plus grand intérêt encore à être auscultés pour se poser la question de savoir si on les utilise ou pas. Certainement, il y a certainement des noms que vous connaissez parmi celles-ci, dont les plus connus comme Moodle, comme OpenODX, comme Claroline par exemple, ou encore Dokeos, autant de choses que vous avez certainement eu l'occasion de manipuler, soit en tant qu'administrateur de plateforme, soit en tant qu'utilisateur. Alors, pour se dire comment est-ce que je choisis, comment je m'y retrouve dans cette offre qui est effectivement très, très vaste, eh bien, en fait, on vous propose de prendre trois positions, trois postures plus exactement. Celle d'un organisme de formation, puis nous verrons comment chercher la bonne plateforme quand on est plutôt une entreprise, et une entreprise de taille, on va dire de taille intermédiaire. Et on terminera bien sûr par, je dirais, une dimension plus importante qui nécessite des plateformes ayant des fonctionnalités différentes. C'est le cas, bien évidemment, des entreprises multinationales. Alors, premier cas de figure, ce qui est peut-être le cas de la majorité d'entre vous, mais vous verrez qu'il est intéressant de regarder les deux autres angles, parce que peut-être que ce sont des angles que prendront vos clients par rapport à leurs exigences vis-à-vis de l'organisme de formation que vous êtes pour utiliser telle ou telle plateforme dans le dispositif de multimodalité que vous avez conçu ou que vous allez concevoir. Donc les questions qui se posent principalement quand on est un organisme de formation,
c'est d'une part de commercialiser des formations en ligne. Ensuite, on a un certain nombre d'approches pédagogiques qui ne sont pas uniformes pour toutes les formations et pour tous les formateurs. Donc, on cherche aussi, à travers cette plateforme, à pouvoir varier les méthodes pédagogiques, à pouvoir proposer des ressources variées également, donc de différents formats, des documents textes, des vidéos, des questionnaires, des animations, toutes sortes effectivement de ressources multimédia plus ou moins complexes qui peuvent être créées dans la plateforme ou en dehors. De gérer les inscriptions, bien sûr vous avez des stagiaires qui rentrent et qui sortent dans vos dispositifs, donc il faut pouvoir gérer ceci le plus facilement possible. Il faut également disposer d'outils facilitant les échanges, donc la communication entre les formateurs, les tuteurs et les apprenants. Bien évidemment, que l'on fasse de la formation continue ou de la formation initiale, on a un besoin de traçabilité aussi bien sur le plan administratif, c'est notamment lié effectivement aux exigences des financeurs hein, qui vont demander à avoir un certain nombre de restitutions. Hein, donc, ce sont des choses que vous connaissez maintenant, et notamment suite à la réforme de 2014 et au décret sur la FOAD. Et puis, bien sûr, on a besoin aussi de délivrer des attestations de formation ou tout un ensemble de documents. Et plus cette automatisation de délivrance sera opérationnelle, plus ça vous facilitera votre travail. Donc il est intéressant d'avoir, surtout si on a des dispositifs fortement à distance, des plateformes qui pourraient nous proposer ça. Alors, en face de ça, ben, effectivement, qu'est-ce que le LMS doit nous proposer? Ben, il doit nous permettre de s'inscrire et de faire du paiement en ligne, notamment si je m'adresse à un grand public, à du grand public, où là je vais pas passer, je vais essayer de minimiser plus exactement le temps de gestion administrative, qui consisterait sinon à faire des inscriptions à la main et enregistrer des paiements, des chèques, faire des factures, etc. Donc automatisation de l'inscription et du paiement, c'est une première chose que je vais rechercher si j'ai un grand nombre de personnes qui s'inscrivent à des modules ou à des parcours qui sont commercialisés pour peut-être quelques dizaines ou centaines d'euros. Un LMS qui me propose une grande variété d'activités pédagogiques. Donc là, à nouveau, je vais chercher tout ce qui peut être engageant et avoir effectivement une variété d'activités à proposer dans un même parcours de formation, et qui me permettent bien évidemment d'associer et d'intégrer le maximum de médias que je peux soit, comme je disais tout à l'heure, concevoir directement dans le LMS, soit avec des outils extérieurs, soit parce que ce sont des ressources que je possède déjà. Prenez le cas des vidéos, vous avez peut-être même des animations, des diaporamas sonorisés, toutes sortes de choses de ce type-là, des questionnaires qui ont peut-être été faits dans des outils externes à la plateforme et que bien évidemment vous souhaitez pouvoir réutiliser, vous souhaitez pouvoir capitaliser sur cette base de ressources. Alors si je ne vise pas, comme dans la première ligne, l'inscription et le paiement en ligne avec des individus, je vais peut-être avoir des cohortes importantes de personnes à inscrire, soit parce que je suis effectivement un organisme de formation, enfin une institution de formation qui gère des diplômes et qui gère donc des promotions. Et dans ce cas-là, il sera intéressant d'avoir un interfaçage avec l'annuaire de l'organisme de formation, hein, donc les personnes étant inscrites dans un dispositif, dans un portail, dans un intranet, qui a un interfaçage automatique et une génération des identifiants pour rejoindre la plateforme. Ou de faire des inscriptions par lot, c'est-à-dire au lieu d'inscrire les personnes une par une, qu'on puisse les inscrire avec un fichier qui permette de faire un import de l'ensemble des personnes que l'on souhaite inscrire dans la plateforme, puis ensuite dans les différents cours de la plateforme. J'ai besoin, si je veux de l'interactivité avec
si je veux des échanges donc avec les tuteurs, les formateurs et entre les apprenants eux-mêmes, bien sûr, je dois disposer d'outils de communication internes, mais aussi d'outils de communication qui permettent d'échanger avec l'extérieur. C'est par exemple le mail de la plateforme qui est capable, bien évidemment, d'envoyer des mails sur les adresses personnelles des stagiaires qui sont inscrits. Cette notion effectivement de traçabilité qu'on évoquait tout à l'heure, bien il faut que je puisse tracer l'ensemble des activités, que je puisse restituer ces informations et donc avoir un certain nombre d'éditions automatisées de documents, des rapports, des attestations, collecter les productions, collecter également les participations dans les forums. Et bien évidemment aussi, même si aujourd'hui sur le plan du décret, il n'y a pas une exigence sur les temps de connexion, mais être capable de restituer les évaluations, pourquoi pas malgré tout les temps de connexion, puisque forcément la plateforme les collecte. Donc tout cet ensemble d'informations, de preuves, qui permettront des activités, des interventions pédagogiques, parce que le formateur doit être capable de réagir par rapport à des scores obtenus, par exemple, mais également donc se donner la possibilité de justifier de la réalité de la formation, et donc comme quoi la formation a bien été suivie par là et les personnes qui ont été inscrites et qui ont été financées dans un dispositif, par exemple. D'autant plus valable, bien sûr, si vous êtes en formation professionnelle continue et sur les fonds de la FPC. Alors, deuxième cas de figure, comment est-ce que je regarde cette acquisition ou ce choix de LMS si je suis une petite et moyenne entreprise. Bien, ce qui va m'intéresser souvent, c'est que les formations soient accessibles de n'importe où et à n'importe quel moment. Donc je vais chercher à avoir, en visant par exemple une population de commerciaux mobiles sur le territoire, à avoir des formations qui puissent être facilement accessibles de l'extérieur. Donc ça veut dire sur des réseaux qui sont peut-être pas toujours de très bonne qualité encore. Et puis aussi sur des terminaux mobiles comme des tablettes ou pourquoi pas des smartphones. Garantir l'éligibilité et l'imputabilité des formations à distance. Bon, on vient largement de l'évoquer quand on est organisme de formation, c'est ce que l'on a bien sûr à fournir justement à l'entreprise. Donc l'entreprise, elle a une exigence forte par rapport à ça. C'est comment est-ce que je vais pouvoir prouver que le personnel que j'ai inscrit dans les formations a bien suivi sa formation. Donc je vais vouloir aussi pouvoir extraire des données en tant qu'entreprise. Que j'ai mon propre LMS ou que je fasse appel à un prestataire, je veux pouvoir sortir peut-être mes propres statistiques sur des scores, sur des temps passés ou sur des résultats spécifiques à des évaluations, notamment quand on vise une certification ou une habilitation, plus exactement. On a bien sûr la population des responsables de formation, mais il y a les managers, ce qu'on appelle les managers de proximité, qui bien souvent dans les entreprises ont un rôle d'accompagnateur, tout du moins de superviseur de l'activité formation des personnes, leurs collaborateurs. Et donc, il faut avoir aussi des outils qui permettent donc des niveaux d'intervention ou un niveau de regard en fait sur le parcours, savoir si effectivement l'équipe dont on a la responsabilité progresse dans son parcours de formation, peut-être tout simplement de façon à, en tant que manager et non pas en tant que tuteur formateur, mais en tant que manager, pouvoir peut-être aider, débloquer une situation, peut-être pour un problème de disponibilité dans le planning, dans les plannings qui fait que la personne a du mal à suivre sa formation à distance. Si je suis une PME, en règle générale, je veux être déchargé des aspects techniques, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est effectivement de faire de la formation, que mes salariés puissent suivre dans les bonnes conditions une formation, mais pas de savoir gérer, de savoir administrer, de savoir configurer un LMS. Donc, on va certainement avoir des exigences nouvelles par rapport à ça. Et puis, mon métier, ce n'est pas de faire de la formation, donc j'ai besoin d'être accompagné par des spécialistes pour le faire. Donc le LMS en face de ça, pour une PME, effectivement il devra permettre un accès depuis tous les types de terminaux, notamment les terminaux mobiles,
Il devra me permettre de collecter effectivement des données qui me seront utiles aussi bien sur le plan administratif que sur le plan des compétences acquises par mes équipes. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est que c'est pas que les gens s'inscrivent à des formations, c'est que les gens acquièrent de nouvelles compétences. Et donc c'est le résultat. Ce sont les évaluations à la fois formatives et sommatives que je vais obtenir, des études, des travaux, des études de cas, toutes ces choses-là à travers des tableaux de bord qui me permettent aussi l'édition de rapports. Et puis, pour être déchargé effectivement de l'aspect technique, eh bien, je vais certainement vouloir privilégier une solution locative, ce qu'on appelle une commercialisation, des plateformes qui sont commercialisées en mode SaaS. SaaS, c'est Software as a Service. Donc le mode SaaS, c'est louer la plateforme en fonction de mes besoins, en fonction du nombre d'utilisateurs, en fonction du nombre de parcours ou de cours que j'ai à mettre en ligne, et non pas avoir à acquérir un serveur, un hébergement, une licence sur une plateforme, etc. Et bien évidemment, avec ça, vu que je ne suis pas un spécialiste en tant qu'entreprise de la formation, eh bien, je vais chercher du conseil, de l'assistance, du support technique pour me faciliter en fait la vie dans la mise en place de ce dispositif de formation multimodale. Alors, bien sûr, après, même si ça concerne un nombre beaucoup moins important de personnes, on peut malgré tout, toutes et tous, hein, ici, être confrontés à effectivement une entreprise ou une division ou un établissement d'une grande entreprise multinationale et qui peut se trouver, parce qu'elle a une spécificité sur le territoire où l'on est, à avoir à diffuser sa formation ou à donner accès à des personnes qui sont aux quatre coins du monde et dans des environnements très différents. Donc si je suis effectivement une multinationale, ce qui va m'intéresser, c'est de pouvoir diffuser mes formations dans le monde entier. Et là, à nouveau, quel que soit le type de terminal que mes salariés utilisent, des PC, des tablettes, des smartphones. Je devrais pouvoir disposer d'un environnement multilingue, puisque même si le contenu est dans une même langue, mais souvent il va être proposé dans plusieurs langues, il faut que l'interface, au moins, l'interface de l'utilisateur lui soit proposée dans sa langue maternelle ou sa langue, on va dire, la plus courante, une langue dont il a un minimum de maîtrise. Donc ça, il faut que la plateforme le propose. Plus, bien sûr, l'entreprise va être importante, plus je vais avoir d'autres outils de la gestion des ressources humaines, hein, des systèmes d'information des ressources humaines, des ERP, des réseaux sociaux internes, et je vais souhaiter, dans la majorité des cas, bien sûr, que le LMS puisse s'interfacer avec ces outils-là. C'est l'inscription en masse dont on parlait tout à l'heure, c'est de la remontée d'infos pour, on va dire, amener des informations au niveau de la gestion de la carrière, de la gestion des compétences des individus. Hein, donc c'est bien toute la gestion des ressources humaines qui est intéressée par les remontées d'informations et par ces interfaçages. Disposer d'une plateforme adaptée à mon organisation interne, j'ai peut-être des contraintes, hein, j'ai peut-être des choix techniques qui ont été faits, j'ai peut-être des niveaux de sécurité aussi dans mon entreprise au niveau par rapport à l'utilisation d'Internet, qu'il faut que la plateforme effectivement s'adapte à cela. Il faut à nouveau bien sûr qu'elle garantisse de la traçabilité et du suivi, qu'elle permette une individualisation des formations, ça on va le rencontrer de plus en plus souvent, qu'elle automatise le maximum de tâches, parce que bien évidemment on ne peut pas faire du travail à la main en étant dans des entreprises de ces tailles-là. Et puis, puisque j'interviens en tant que multinationale dans différents pays, si j'ai des interlocuteurs dans ces différents pays, c'est encore mieux, bien sûr. Donc rapidement, puisqu'on voit que plus on monte vers ces entreprises, en fait, plus on a des exigences nouvelles, mais on a toujours quand même les fondamentaux. Donc on va retrouver, comme pour les PME tout à l'heure, un accès aux formations depuis tous les types de terminaux. On va souhaiter avoir la possibilité pour chaque utilisateur de choisir sa langue. Il peut très bien rester dans la langue qui est proposée par défaut, mais on va aussi pouvoir lui proposer peut-être d'autres choix.
Si le LMS dispose déjà d'interfaces avec les principaux éditeurs de logiciels de gestion des ressources humaines, je dirais c'est un plus. Et là, il y en a un certain nombre aujourd'hui sur le marché qui s'interfacent avec des systèmes d'information de ressources humaines. Et si ce n'est pas le cas, quelles sont les possibilités effectivement pour développer ces interfaces avec d'autres LMS? Avoir une très grande, on va dire, de très grandes possibilités, très grande plage de paramétrage au niveau effectivement du LMS, à ne pas être contraint par quelques fonctionnalités, pouvoir à nouveau collecter des données, collecter les temps passés, collecter des productions, de faire du positionnement, parce que si on veut faire des parcours individualisés, bien évidemment, il faut positionner, et le positionnement à grande échelle, si on le fait uniquement manuellement, vous connaissez effectivement le problème, c'est que c'est très chronophage, hein, donc si la plateforme peut nous aider, je dis pas forcément faire le positionnement en automatique, certaines peuvent le proposer, mais tout du moins aider à cette mission, à cette tâche de positionnement en amont. L'accès à des tableaux de bord, l'édition de rapports automatisés, des choses dont nous avons déjà parlé, et puis donc effectivement avoir des interlocuteurs dans les différents pays, là où sont implantées mes filiales par exemple. Donc voilà un peu les trois clés d'entrée que nous avions cherché à prendre, qui nous montrent que entre un organisme de formation, une entreprise de taille moyenne située exclusivement sur le territoire français et une multinationale, même si elle n'est pas très très grande, mais qui a des succursales, des bureaux dans différents pays, avec notamment bien sûr des salariés, on va dire autochtones, ça nécessite de chercher quelques fonctionnalités nouvelles, supplémentaires, avec là aussi, je dirais, un besoin d'accompagnement qui ne va pas être le même parce qu'on ne va pas trouver les mêmes compétences techniques forcément en interne dans l'établissement, enfin dans l'établissement ou dans l'entreprise. Alors, donc ça c'est très général. Ce qui peut être intéressant de pointer, c'est qu'effectivement, puisque le guide du FOD en est à sa deuxième édition, c'est que Jean-Yves, qui participait à la présentation de l'édition 2016 lors du salon e-learning forum à Paris fin janvier, nous disent un petit peu quelles sont les tendances de des tendances sur on va dire cette nouvelle édition 2016. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui chez les éditeurs comme au sein des plateformes open source? Bien, bonjour à tous et à toutes. Je pense que vous m'entendez, c'est bon? Parfait. Parfait, bien. Donc moi, je connais moins les plateformes éditeurs que les plateformes open source, mais effectivement, j'ai participé à cette présentation dans le cadre du FOD et du salon e-learning dont vous a parlé Jean-Luc. Donc je vais vous dire quelques mots sur les nouveautés chez les éditeurs, les nouveautés, les tendances. Donc ces tendances, en fait, elles arrivent un peu sous la pression de la mode, les réseaux sociaux, la mobilité, etc., etc. Et également sous la pression, en fait, de demandes très précises de la part d'utilisateurs. Donc à la fois réponse à la mode et réponse à des besoins particuliers. Alors la mobilité aujourd'hui, évidemment, tout le monde utilise de plus en plus de tablettes, de smartphones et se connecte à Internet avec ces outils-là. Donc aujourd'hui, ça se traduit chez les éditeurs à la fois par ce qu'on appelle des apps, donc des apps Android ou iOS pour se connecter aux plateformes avec une interface spécifique, soit par l'adaptation en fait de ce qu'on appelle le template, le design de la plateforme, des plateformes au, au téléphone, aux tablettes, c'est ce qu'on appelle en fait responsive design. Donc aujourd'hui, c'est sur, enfin, à la fois les apps et le responsive design existent sur toutes les plateformes éditeurs. Je vais te demander de passer à la diapo suivante, Jean-Luc. Je t'ai donné la main, je crois, normalement. D'accord, alors, hop, voilà, c'est bon.
Merci. Alors, la facilité, le reporting, ça c'est, je vous disais tout à l'heure, hein, les nouvelles tendances, c'est pour répondre à des besoins précis des entreprises, notamment dans le cadre de la législation française, où on est obligé de fournir un certain nombre d'informations si on travaille avec des OPCA, si on travaille avec l'État. Et donc, l'idée, l'idée des éditeurs, c'est justement d'arriver à faire en sorte que les documents de reporting soient véritablement adaptés aux demandes des partenaires, financeurs, etc., etc. Et cetera. Et donc, aujourd'hui, si en 2015, il y avait une faiblesse de ce côté-là, en 2016, le reporting s'est très nettement amélioré. Donc, c'est par exemple pouvoir, dans les documents de reporting, comment mettre son propre logo ou mettre ses propres informations sans être obligé en fait de tout repartir à partir du simple fichier Excel que générerait la plateforme. Alors, chez l'éditeur, même si ça c'est plus difficile à voir, il y a des efforts qui ont été consentis sur la gamification. Alors, le terme gamification, c'est un terme assez, j'allais dire, pas ambigu, mais qui renvoie à plusieurs choses, puisque ça renvoie effectivement à la notion de serious game. Alors aujourd'hui, les serious games, c'est pas dans les plateformes qu'on les fait, les serious games, on les fait le plus souvent avec des outils auteurs spécifiques et ensuite on les intègre dans les plateformes. Donc ça, c'était le premier sens de gamification. Mais la gamification, c'est surtout aussi l'idée on va dire, de créer des challenges, de mettre de la compétition de la plateforme entre les utilisateurs. Donc, par exemple, de leur attribuer un certain nombre de points s'ils visitent telle page, s'ils publient dans tel forum, de façon à générer, si vous voulez, une sorte de palmarès qui va s'actualiser en continu sur la plateforme. Donc, on saura par exemple que Pierre, pour la formation en question, il a 50 points parce qu'il a fait telle ou telle chose sur la plateforme. Donc, c'est plutôt cet aspect-là de la gamification, donc l'aspect compétition, score, palmarès, que les plateformes éditeurs développent plutôt que le côté serious game qui nécessite d'autres outils. Alors côté plateforme open source, on a aussi pas mal de nouveautés, donc de nouveaux formats d'exportation. C'est par exemple la plateforme IAS qui permet en fait d'exporter au format EPUB les modules qu'on construit directement sur la plateforme. Donc ça présente l'avantage effectivement de l'EPUB de pouvoir être lu comme un livre électronique sur les smartphones et les tablettes et on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure sur la mobilité. Notamment également une orientation vers la gestion des compétences et des parcours individualisés. Alors, si vous voulez, les plateformes open source qui étaient surtout destinées au monde universitaire, au monde de l'éducation, euh, elles se sont longtemps en fait développées sans ces préoccupations de gestion de compétences qui sont plutôt propres aux organismes de formation et aux entreprises, de parcours individualisés. Là aussi, hein, on est plus dans des préoccupations organismes de formation et entreprises. Alors aujourd'hui, alors est-ce que les plateformes open source veulent justement sortir du monde universitaire pour aller vers les organismes de formation et les entreprises? Dans tous les cas, c'est vrai que ce sont des fonctionnalités nouvelles qui apparaissent dans la plupart des plateformes de formation open source, notamment dans Moodle où la gestion des compétences vient d'apparaître avec la nouvelle version, la version 3.1.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, un organisme de formation peut très facilement, sans rencontrer les limites qu'on pouvait avoir avant avec les plateformes open source, peut très bien aujourd'hui se tourner vers une plateforme de formation open source. Également de nouveaux plugins, donc les plateformes de formation, comme elles sont justement open source, donc elles s'ouvrent, si vous voulez, à des développeurs, soit internes au projet, soit externes au projet, qui vont proposer en fait des extensions, un peu comme on trouve sur le navigateur, et qui vont augmenter multiplier les fonctionnalités des plateformes. Donc sur Moodle, par exemple, pour prendre ce cas-là, c'est impressionnant le nombre de plugins qu'on peut installer, mais c'est valable également sur l'IaaS avec un nombre moins de plugins, sur Chamilo également. Et donc l'avantage des plugins, si vous voulez, c'est que ça préserve en fait, ça remet pas en cause le noyau en fait de la plateforme, c'est-à-dire la base reste la même. Donc on ajoute des choses sans modifier le cœur, et puis on peut les retirer assez facilement lorsqu'on n'en a plus besoin. Voilà, donc je te relaisse la parole, Jean-Luc, pour les MOOC. Oui. Ah, pardon. Du coup, Donc je j'ai pas répondrai vu à que vos tu avais questions déjà après passé la diapo. sur les parties que j'ai Oui, développées. oui, oui, voilà. Donc, dans quelques minutes, on va pouvoir engager, on va dire, plus l'échange et le débat après cette présentation. Alors, pourquoi parler spécifiquement des MOOC? Pourquoi cette dimension, hein, si on peut dire, avait été intégrée notamment dans la dernière édition du guide du FOD, hein, le Forum français pour la formation ouverte à distance, je rappelle. Euh, mais ce qui est important, c'est parce que effectivement, on voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui a fait bouger également le monde sur le plan, enfin on va dire le monde de la FOAD, hein, le monde de la multimodalité sur le plan technique. Hein. Les MOOC, bon, comme on le rappelle ici, on a mis quelques éléments vite fait. Hein, ça concerne effectivement plusieurs millions d'étudiants hein, qui suivent des cours. Bien sûr, pas plusieurs millions sur un même cours, mais comme vous le savez certainement, ça peut aller de quelques centaines à plusieurs dizaines de milliers, voire certains MOOC qui sont montés au-delà du centaine de milliers d'inscrits sur une même session. Donc, bien évidemment, quand vous avez 5 000, 10 000 ou 50 000 personnes qui conversent sur une même plateforme, il faut très certainement que cette plateforme ait des caractéristiques qui permettent de le faire. Alors, il n'y a pas que effectivement la conversation, hein, comme le rappelle, repris effectivement ici une information, une analyse qui était faite par Cécile Dejoux, qui s'occupe de l'un des MOOC au CNAM, qui était que dans un MOOC, il y avait à peu près, selon elle, un tiers, ou du moins dans les MOOC qu'elle construit et qu'elle anime, un tiers de cours, hein, donc de transmission, un tiers d'auto-évaluation, donc là on a effectivement tout un ensemble de questionnaires, et puis un tiers d'échanges sur les réseaux sociaux qui peuvent être internes à la plateforme ou externes, comme on le précisait tout à l'heure. Les MOOC sont bien sûr au départ des cours massifs, hein, donc gratuits en ligne, hein, c'est le MOOC de base, on va dire. Et puis, bien, vous avez très certainement entendu parler des différentes déclinaisons. Hein, donc, on vous les a remis ici. Hein, ils sont plus massifs, mais dans ce cas-là, ils sont small, s'ils sont pour un public beaucoup plus restreint. Ils sont plutôt private, si ils sont plus ouverts, mais que du coup, ils deviennent fermés et réservés à un petit comité. Alors, vous me direz quelle est la différence entre un dispositif multimodal classique avec un LMS et un SPOC. Là, la question est entière. Peut-être sur les modalités pédagogiques, mais bon, voilà, c'est plus bien souvent une question de terminologie. Certains même appellent
continue à appeler des MOOC des choses qui sont privées, simplement parce que il y a un côté marketing derrière le mot MOOC. Alors, donc une réalité assez variable derrière ces MOOC, mais qui malgré tout, dans les échanges que l'on a eus avec un certain nombre d'opérateurs, je pense au CNAM, je pense à l'AFPA, en l'occurrence, qui ont mis en place, et un certain nombre d'universités hein, qui ont mis en place des MOOC. On a pu extraire un certain nombre de particularités qui font que il faut prendre en considération certaines de ces choses dans le choix d'une plateforme qui servirait à héberger, en fait, à accueillir un ou plusieurs MOOC. Alors, il faut effectivement un accès ouvert à une masse d'inscrits, c'est-à-dire qu'il faut une facilité d'inscription. Vous imaginez bien que si vous avez 10 000 personnes qui veulent s'inscrire à votre MOOC et que c'est à vous de créer les identifiants, les mots de passe et de leur envoyer par mail à chaque fois, vous allez, je pense, vous essouffler ou tout du moins immobiliser toute votre équipe pour ne faire que cela. Il faut donc une automatisation des processus hein, là, également. Donc on a besoin d'avoir des inscriptions très facilitées, comme on le disait, d'avoir des corrections également, de pouvoir générer des emailing, des relances facilement à partir du moment où les personnes se sont pas connectées ou à partir du moment où on passe à une nouvelle semaine du MOOC. Hein, il faut voilà des relances régulières, mais que ceci soit, je dirais, le plus aisé possible pour ceux qui animent, ce qui sont souvent des équipes réduites hein, quand même. Il faut qu'on puisse remettre des attestations. Hein, on a des certificats, on a des attestations de suivi, de présence, de réalisation qui vous donnent certains niveaux. On a des badges dans certains MOOC. Il faut là aussi qu'on ait un niveau d'automatisation de ces processus. En termes de travail collaboratif, plus on sera dans des CMOOC, hein, des MOOC collaboratifs justement, plus il faudra que l'on ait la possibilité de remettre des devoirs, et notamment d'avoir des travaux, des échanges, des corrections faits par les pairs, de permettre la coproduction, de permettre des échanges aussi bien synchrones que asynchrones entre les participants qui vont se constituer en petits groupes de travail. Qu'ils aient la possibilité voilà, de mettre des likes sur des productions, et aussi de faire de la correction de devoirs suivant des grilles qui auront été élaborées par l'équipe pédagogique. Il est important dans un MOOC parce qu'on est sur un public qui souvent a des particularités, qui est d'être autonome, et notamment de s'être inscrit de sa propre initiative, de voir quand même où est-ce que l'on en est dans sa progression, et donc de rendre visible la progression, de savoir où on en est dans le parcours, qu'est-ce que l'on va faire dans ce parcours, et de quels sont les éléments que l'on a déjà vus ou les compétences que l'on a déjà acquises. On utilise, vous le savez, pas mal de vidéos aujourd'hui dans les MOOC, donc c'est un média qui est un type de ressource qui est fortement utilisé, et donc il faut pouvoir utiliser des flux qui existent peut-être déjà dans votre institution, donc pouvoir les encapsuler dans la plateforme elle-même. De même qu'on va chercher à encapsuler des réseaux sociaux extérieurs comme Twitter, Facebook ou LinkedIn ou encore ou d'autres encore si par exemple si on est plus orienté vers des choses graphiques, hein, pourquoi pas du Pinterest, des choses comme ça. Donc des outils de communication, si on ne veut pas obliger à utiliser des outils externes, essayez de chercher des outils de communication synchrone, asynchrone, internes à la plateforme, avec des systèmes de notification que l'on peut paramétrer soi-même. On peut, de façon à dire je veux recevoir les notifications ou pas. Vous imaginez bien que des discussions dans un forum où il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes, ça peut générer pas mal de mails si tout est notifié, donc il faut avoir la possibilité de décocher tout bêtement à l'envie les notifications sur certaines des discussions ou sur l'ensemble des discussions. Voilà, donc c'est ces niveaux de personnalisation, d'adaptation et surtout de donner de la maîtrise sur certaines fonctionnalités aux apprenants eux-mêmes de façon à alléger au maximum la gestion, l'administration du MOOC sur le plan technique et surtout d'avoir des possibilités de
laisser vraiment se développer de nouvelles activités pédagogiques orientées sur le collaboratif. Donc là, il faut bien avoir à l'esprit quand même les deux types de MOOC qu'on classifie en XMOOC et CMOOC. Des XMOOC qui sont basés beaucoup plus sur la mise en ligne de ressources suivant une progression déterminée avec des évaluations régulières. On va dire que ce sont les premiers MOOC qui étaient essentiellement conçus comme ça, mais il y en a encore. Ils peuvent avoir du sens, c'est pas une critique, et puis des MOOC qui sont beaucoup plus basés sur la collaboration, et donc là, bien sûr, il faut que les outils collaboratifs soient présents et soient performants au sein de la plateforme. Jean-Yves, peut-être ajouter, peut-être quelques points à ajouter par rapport effectivement à ça. Il y avait peut-être eu des échanges à e-learning forum autour justement de l'usage des plateformes pour les MOOC. Allô, allô, on t'entend pas? Ah, Voilà, j'avais coupé le je micro, me suis. excusez-moi. Oui, j'avais. Non, je voulais éternuer donc par politesse, donc je l'avais coupé. Je pense que tu as dit l'essentiel. Je pense que la question des inscriptions est très importante, comme on est vraiment dans des systèmes ouverts, où à la rigueur, chaque enseignant peut venir et proposer une formation. C'est par exemple le cas de Canvas pour les plateformes open source. Donc, il faut en fait une gestion décentralisée des inscriptions. Il faut permettre à un enseignant qui voudrait créer son MOOC ou un cours MOOC sur une plateforme de ne pas être obligé en fait de passer par l'administrateur de la plateforme pour enregistrer les utilisateurs. Donc, c'est important. Après, d'un point de vue technique, il y a effectivement la résistance de la plateforme qui entre en jeu. Euh, alors aujourd'hui, même si les avis divergent, on considère que les plateformes qui sont en PHP MySQL comme Moodle et la plupart des autres seraient moins résistantes que des plateformes comme Canvas ou OpenEDX qui utilisent d'autres façons de programmer et d'autres outils comme Ruby et autres ou Python. Mais bon, là on entre dans le domaine technique. Donc il y a à la fois la partie, enfin, les aspects fonctionnels et les aspects techniques qui entrent en jeu. Donc je suis Donc revenu sur voilà, la diapo, c'est tout ce que notamment j'avais là, à des ajouter. plateformes. Donc il y a trois aujourd'hui dans les plateformes qui figurent dans le guide. Donc vous verrez quand vous manipulerez ce document. Il y a trois plateformes qui aujourd'hui sont véritablement expérimentées. Ça ne veut pas dire qu'avec les autres on ne puisse pas faire des MOOC en fonction effectivement à nouveau, comme vient de le dire Jean-Yves, du nombre de personnes, de la taille et des fonctionnalités recherchées. Les trois principales qui sont utilisées aujourd'hui dans les MOOC que vous pouvez être amené, dans lesquels vous pouvez être amené à vous inscrire, sont effectivement OpenEDX, qui est en fait EDX, qui est notamment la plateforme qui est utilisée par Fun, par le dispositif Fun, Moodle pour un certain nombre de plateformes, de MOOC, pardon, je pense au MOOC e-santé en l'occurrence, et puis Canvas dont Jean-Yves vient de parler également. Il n'y a qu'un opérateur aujourd'hui qui est Orange, euh, qui, euh, qui propose effectivement une solution qui peut faire fonctionner des MOOC. C'est pas la priorité aujourd'hui des plateformes propriétaires de faire du MOOC. C'est pas, ça c'est très clair aujourd'hui. Donc voilà. Ce que j'ajouterais Oui. peut-être, justement sur les MOOC, qu'est-ce que tu as peut-être pas dit, c'est aussi la possibilité en fait d'avoir une page d'accueil sous la forme d'un catalogue. C'est-à-dire que on voit ça quand on se connecte à EDX ou à Canvas, c'est-à-dire qu'on a une liste de cours sous la forme
une grille d'un tableau, et puis à partir de là, l'inscription dans le cours est facilitée. Donc ça c'est aussi important, c'est-à-dire que la plateforme, elle doit pouvoir exposer son catalogue de formation, enfin, ou le catalogue de formation des enseignants, des formateurs qui proposent des MOOC. Ok. Alors, j'ai rappelé ici pour que vous retrouviez facilement, hein, donc si vous souhaitez télécharger le guide du FOD, donc il faut simplement en fait remplir un tout petit formulaire d'inscription qui permet de garder une trace, hein, je vous rassure, le fichier n'est pas réutilisé, de savoir combien de personnes surtout et un petit peu le profil des personnes qui demandent à utiliser ce guide. Et puis pour donc le benchmark, qui est, je vous rappelle, le benchmark des plateformes open source, des principales plateformes open source. Alors, vous pouvez envoyer un mail effectivement à Christophe Jourdain. Lui, ça lui permet de garder une trace, un suivi, de savoir si effectivement ce service que l'on a mis en place, ça fait maintenant 3 ans, est utile, tout simplement. Donc il a besoin de savoir qui est intéressé par ce service. Et puis vous me mettez en copie. Vous avez mon adresse effectivement en dessous. Vous me mettez en copie de façon à ce que je puisse vous créer donc un accès pour que vous puissiez voir alors tout ce que les éléments qui peuvent être utiles à comparer. Comme je vous le disais, ça ne traite pas des plateformes propriétaires parce que c'est un peu compliqué de faire ce même travail avec eux. Ils ne sont pas trop ouverts quand même pour qu'on aille tourner un petit peu dans tous les sens les fonctionnalités possibles et réalisables de leur plateforme. C'est quand même pas la même démarche et on les comprend. Par contre, il y a certainement dans les critères, alors Jean-Yves peut peut-être en 2 minutes nous rappeler qu'il y a un certain nombre de grandes catégories, combien 13, 14 grandes catégories, et puis 60 à 70 critères de comparaison, je crois. 14, voilà, 14 catégories, enfin 14 grands domaines. Alors bon, il est prévu, puisque le benchmark est amené à évoluer, il est prévu d'aller jusqu'à 20 catégories, 20 grands domaines. Mais bon, voilà, là le travail est en construction actuellement. Et donc chaque grand critère, si vous voulez, est décomposé en fonctionnalités ou en sous-critères fonctionnels. Et pour le benchmark de Stratis, c'est ce que tu as dit, hein, chaque critère a été testé. Donc la plateforme a été manipulée par nos soins, on a fait des tests, on a vu les résultats que cela donnait. Mhm. Qui est un tout petit peu différent, enfin, voire même plutôt différent, on peut le dire comme ça, dans la partie des LMS propriétaires du guide du FOD, puisque là c'est sur du déclaratif. Donc il y a un questionnaire très complet qui est envoyé aux éditeurs, et ce sont les éditeurs qui, eux, disent, répondent si effectivement leur plateforme fait telle ou telle chose, si elle permet d'accepter tant d'utilisateurs simultanés ou des choses de ce type-là. Mais il n'y a pas eu de test de réalisé, de test fonctionnel, comme vient de l'indiquer Jean-Yves. Alors, on n'a pas trop eu l'occasion effectivement de répondre aux questions du chat parce que à part une ou deux remarques qui sont passées, j'ai pas vu beaucoup de questions, mais peut-être que c'est le moment. Vous préférez peut-être le faire oralement. Tous vos micros sont activés, donc il suffit que vous cliquiez en haut sur le petit micro, le mettre en jaune pour diffuser votre voix et prendre la parole si vous voulez intervenir directement plutôt que dans le chat. Donc voilà, deux canaux de communication et on a encore quelques minutes ensemble pour échanger sur cette question des LMS. Quelles sont vos préoccupations on n'a pas du tout parlé de prix, par exemple. Voilà, ce sont
bien sûr, on ne peut pas parler de tout, et il y a des dimensions dont on n'a pas qui n'ont pas du tout été abordées. Donc peut-être qu'elles vous intéressent aussi, je ne sais pas. Alors, on a une remarque, question de Frédéric Puyet. Donc, pour ajouter du contenu facilement sans formation, faut-il avoir une plateforme open ou propriétaire? Jean-Yves, tu veux répondre sur cette question peut-être? Donc si je reformule, c'est est-ce qu'on ajoute plus facilement du contenu sur une propriétaire ou une open source? Hum, C'est c'est ça la Oui. c'est ça la question. Alors, moi, je connaissant moins en fait les plateformes propriétaires, je vais avoir un peu de mal à répondre, sachant que enfin, il y a deux choses. Il y a créer du contenu de la plateforme et puis ensuite amener du contenu extérieur de la plateforme. Et donc amener du contenu de la plateforme, quelle que soit la solution qu'on utilise, ce sont des manipulations très très simples, hein. C'est-à-dire qu'on va à un certain moment faire un upload, on va donc aller chercher la ressource externe, on va la mettre sur la plateforme et puis on va la déployer. Donc il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Les différences, elles vont plutôt se faire sur, sur la création à l'intérieur de la plateforme de contenu. Donc là, avec des outils qui sont plus ou moins ergonomiques. Souvent les outils pour créer des contenus dans les plateformes, on passe par des formulaires, hein, c'est-à-dire que on remplit, enfin, si on crée un questionnaire par exemple, donc on va avoir différents formulaires pour saisir les questions, les réponses, les rétroactions. Voilà. Alors après, il y a des plateformes qui sont effectivement beaucoup, enfin même si on compare les open source, il y a des plateformes qui ont des interfaces beaucoup plus simples, hein, que d'autres, hein. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou si j'ai plutôt fait une réponse de Normand, mais Frédéric. Oui, non, je compléterais qu'effectivement, il y a cet aspect, derrière le terme ajouter du contenu qu'utilisait Frédéric, que tu as très bien expliqué, je trouve, entre effectivement du contenu déjà existant qu'on veut déployer sur la plateforme, des ressources, hein, et des contenus qu'on veut créer pour l'occasion. Et là, il y a des plateformes, et notamment dans les plateformes propriétaires, qui disposent que très peu d'outils, c'est-à-dire un éditeur HTML et puis un créateur de quiz, hein, et ça va se limiter à ça, et dans des fonctions quelquefois très basiques. Donc là, pour créer du contenu, là, on peut trouver, il me semble, moi, des différences plus importantes, mais qui, à nouveau, comme a répondu Jean-Yves, ne se situent pas véritablement dans la dichotomie propriétaire open source, mais plutôt dans les plateformes elles-mêmes. Alors justement, il y a deux remarques aussi sur SCORM, hein, donc effectivement l'importance de SCORM pour le suivi et l'importance de SCORM pour euh, pour effectivement la capacité à pouvoir, si on a du contenu déjà existant et qu'il est au format SCORM, pouvoir le déployer plus facilement sur différentes plateformes. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Jean-Yves, que, allez, pour faire simple, que toutes les plateformes sont SCORM, hein, tout du moins elles annoncent un niveau de compatibilité, et quand elles le problème, c'est qu'elles ne disent pas le pourcentage de compatibilité, mais elles Ouais. annoncent qu'effectivement, elles sont SCORM, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on entend par une plateforme qui est SCORM? On peut peut-être commencer par ça, c'est peut-être le plus simple. Pardon. Donc, une plateforme qui est SCORM. En fait, dans le SCORM, il y a deux aspects. Si vous voulez, il y a il y a l'aspect en fait, mon parcours il est organisé en étapes, sous étapes, en parties, sous parties. Donc, et la plateforme elle est capable en fait de reproduire ce parcours, hein. Donc, si lorsque j'ai créé mon parcours SCORM
avec un outil auteur, j'ai une partie 1 avec, dans la partie 1, trois sous-parties avec différents éléments dans ces sous-parties. Les plateformes SCORM sont capables d'afficher cette, cette arborescence-là. Et donc là, aujourd'hui, toutes les plateformes open source le font facilement, il n'y a aucun problème au niveau en fait de la reproduction de l'arborescence. Donc ça, c'est un des côtés du SCORM, c'est le côté de la norme, la partie de la norme qui s'appelle IMS. Alors l'autre partie, c'est la communication avec la plateforme, c'est-à-dire est-ce que du contenu pardon avec la plateforme, c'est-à-dire est-ce que par exemple la plateforme va enregistrer le temps que je passe sur telle page, est-ce qu'elle va enregistrer les scores obtenus à tel ou tel exercice, est-ce qu'elle va pouvoir, si dans mon contenu en fait j'ai de la conditionnalité, c'est-à-dire telle page s'affiche si j'ai tel score à tel exercice. Donc est-ce que la plateforme va pouvoir reproduire ces conditionnalités? Ça c'est beaucoup plus compliqué. Euh, enfin nous, sur les plateformes open source, ce qu'on avait remarqué, c'est que il y a aujourd'hui Kilias, la plateforme Kilias, qui est 100%, enfin, qui respecte 100% des spécifications SCORM. Et notamment les spécifications en termes de communication, remontée des scores, remontée des informations. Alors ça peut être embêtant si la plateforme, par exemple, ne remonte pas les scores à un exercice, ça peut être effectivement gênant, et puis ça peut être une raison pour abandonner la plateforme, hein, au profit d'une qui fera mieux le travail du point de vue score. Alors, comme le fait remarquer Anne, hein, en réponse à Frédéric, je le remercie, c'est très bien, on peut effectivement créer du contenu sur un LMS sans connaître SCORM, hein. C'est l'avantage d'avoir des outils de conception qui sont intégrés directement dans les plateformes. Il y a un débat, on va dire récurrent, hein, on va dire qui monopolise pas l'attention, mais il y a un débat quand même assez fréquent sur effectivement est-ce que le SCORM est encore utile. Il est utile pour effectivement les échanges d'infos, mais les détracteurs répondent qu'ils peuvent faire dans leur plateforme exactement la même chose. C'est-à-dire on peut construire et on peut tracer les activités, ça tout à fait d'accord. L'inconvénient effectivement de concevoir dans la plateforme et sans justement avoir comme préoccupation la norme SCORM, c'est que le jour où vous voulez changer de plateforme, vous repartez à zéro. Parce qu'aujourd'hui, l'export d'une plateforme vers une autre, on l'a jamais vu fonctionner, hein. Même au sein, nous on l'a vécu sur des plateformes Moodle pour passer des fois une migration d'une version à une autre. S'il y a trop d'écart, on est obligé de faire des migrations intermédiaires. Je dirais on a des grandes difficultés déjà chez un même éditeur en règle générale. D'un éditeur à l'autre, il faut quasiment oublier cette idée-là. Alors, je vois, nous abandonnons SCORM vers XAPI. C'est pas exact. Alors, enfin, c'est pas exact dans le sens où XAPI est un complément, hein. Il va tracer d'autres choses que SCORM. Donc, on peut privilégier peut-être ce que trace XAPI, mais je dirais que ça ne remplace pas, hein. Attention, XAPI remplace pas le SCORM. Vous avez peut-être, je ne sais pas si certains d'entre vous, je crois pas, hein, mais il y a un groupe de travail en ce moment au sein de Communautic sur XAPI. Je dirais avec des vraies expérimentations en temps réel. Donc je pense qu'on aura dans les mois à venir, hein, parce que c'est quelque chose qui va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année, voire tout début d'année 2017. Et donc on a prévu, il y a 3 ou 4 organismes, dont l'Université de Caen, qui participent. Et donc ça permettra de faire un retour sur ces expérimentations vraiment en réel qui ont été menées avec l'appui d'un expert, Pierre Radlovic, qui les aide effectivement pour vraiment tester au sein de leur institution, sur leur propre plateforme, la norme, le standard XAPI.
Ah, d'accord. Donc Fabrice Daricron en fait partie. Parfait. Pierre m'a dit que le groupe avançait bien, donc je m'en félicite, c'est super. C'est parfait. Donc, non, ça sera très, très, très intéressant parce que pour l'instant, on en parle beaucoup. Il y a peu de gens qui véritablement implémentent encore XAPI. Là, je pense que c'était une belle opportunité que de faire cette simulation, hein, vraiment en réel, avec des gens qui veulent le mettre en œuvre chez eux. Peut-être pas pour le déployer, c'est vous qui jugerez, c'est vous qui nous direz, et on va attendre vos conclusions dans quelques mois là-dessus. Voilà. Je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui, pour ne pas trop déborder sur notre timing habituel. Je vous affiche à l'écran la traditionnelle évaluation des webinars communauty. Christophe m'en voudrait si je l'oubliais. Maintenant, j'arrive à y penser à chaque fois. Donc, voilà, donc merci de la remplir, ça va vous prendre, oui, ça vous prendra 15 secondes ou 30, allez. Merci pour votre participation. Alors, n'oubliez pas, hein, de toute façon, la vidéoconférence, enfin la webconférence sera mise en ligne sur le site de Communauty, de même que la présentation qui était associée. Et puis, donc, n'oubliez pas, je pense que vous avez noté, à aller récupérer à la fois le guide et demander votre accès au benchmark si vous souhaitez aller plus loin sur l'analyse des fonctionnalités des différentes plateformes open source à travers notre benchmark. Bon après-midi à toutes et à tous, et puis à très bientôt pour une autre occasion, un autre webinar, un atelier ou une journée en présence. Au revoir à tous. Alors maintenant à Caen, à Rouen ou ailleurs, ça sera avec plaisir. Bonne journée à tous.